Il faut quand même commencer avec ça quand on ouvre la session pour juste 2-3 secondes. Vous nous faites un countdown quand vous commencez ou bien? Vous pouvez commencer à votre convenance. J'accepte les personnes qui vont venir entre-temps, donc vous pouvez commencer. Parce que là, les participants nous entendent déjà? Oui. Ah, d'accord, très bien. Alors, bonjour tout le monde. Désolée, c'est la première fois qu'on fait une conférence avec Zoom. Normalement, on utilisait un autre service. Bonjour à tous, bienvenue. C'est avec grand plaisir, au nom de la Swiss Chambers Arbitration Institution, que je vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire afin de présenter la médiation LSFIN en application de la LSFIN. Je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran. Moi, j'ai un écran qui a des drôles de choses. Hein. Qui est un peu dédoublé comme ça, voilà. Là c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je vais commencer par vous faire une très rapide présentation de la Swiss Chambers Arbitration Institution et ce sera ensuite poursuivi avec des questions-réponses qui visent à répondre aux questions principales que vous pourriez avoir. Et puis ensuite, les participants seront invités à poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Pour la très brève présentation de l'arbitrage et de la médiation, sachez simplement que déjà en 1291, dans le pacte fédéral suisse, il y avait déjà une mention comme quoi les cantons, les 3 cantons qui se fédéraient, si jamais ils se disputaient entre eux, ils allaient faire appel à un arbitre, médiateur, facilitateur, c'est pas très clair, c'est du très très vieux latin, qui les aiderait à résoudre les litiges. Donc, c'est rien de nouveau. Et à la Swiss Chambers Arbitration Institution, nous existons depuis 2004, mais en fait, nous bénéficions de plus de 150 ans d'expérience des chambres de commerce. La première médiation a été faite en 1866 à Genève. On peut passer au slide suivant. Et les premières règles de médiation sont apparues quelques années plus tard, 3 ans plus tard, à Bâle, les règles d'arbitrage. Donc, comme vous pouvez le voir, la médiation et l'arbitrage ont, dès le début des chambres de commerce, été utilisés pour résoudre les litiges, au début entre leurs membres, entre les sociétés qui étaient membres, et puis plus tard aussi avec des sociétés qui n'étaient pas membres. Ensuite, c'est devenu de plus en plus international et des sociétés à l'autre bout du monde ont commencé à faire appel aux chambres de commerce suisses pour leurs litiges, soit avec des sociétés suisses, soit sans aucun lien avec la Suisse. Les différents règlements ont été harmonisés et réunis en 2004. Donc, presque toutes les chambres de commerce de Suisse ont réuni leur règlement d'arbitrage en 2004 et en 2007, leur règlement de médiation. Ensuite, les règlements d'arbitrage et de médiation ont été révisés en 2012 pour l'arbitrage, en 2019 pour la médiation, donc c'est très récent. Le règlement d'arbitrage est actuellement en procédure de révision. Elle sera en principe, il entrera en vigueur l'année prochaine. Donc c'est en constante adaptation aux situations commerciales et politiques et juridiques du moment. Les chambres de commerce sont très réactives et suite à l'annonce par le Parlement de vouloir réguler les services financiers et d'imposer des organes de médiation, et suite aussi à des bons contacts, notamment au sein de l'ARIF avec Maître Treuillot et Maître Odara en particulier, les chambres de commerce suisses avec la Swiss Chambers Arbitration Institution ont décidé de lancer un organe de médiation pour les disputes financières et en application de la LSFIN. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, les différentes raisons pourquoi Sky a fait cet organe de médiation et qu'est-ce qu'elle offre aux sociétés prestataires de services financiers ainsi qu'aux conseillers clientèle qui souhaitent s'affilier chez Sky.
Déjà, la première chose, c'est que vu que ces institutions existent depuis 150 ans, elles seront encore là dans 150 ans. La stabilité financière, la stabilité d'organisation est garantie. Je peux passer sous le tram demain, l'institution sera encore là. Même si plusieurs d'entre nous devions avoir un grand problème de corona, nous avons les ressources, les employés qui font que le service est garanti en tout temps, quoi qu'il nous arrive au niveau individuel et personnel en tant qu'employés. Il y a une stabilité institutionnelle qui est fournie. Les chambres de commerce sont nos propriétaires et nos membres. Néanmoins, elles ne se mêlent absolument pas de la gestion des litiges. Elles sont uniquement présentes au niveau du conseil d'administration ou du comité, puisque nous sommes une association à but non lucratif. Elles nous donnent des conseils, elles décident de la stratégie et elles revoient nos finances et s'assurent que la stabilité financière permette à l'institution d'être perpétuelle. Néanmoins, l'institution est complètement indépendante, autonome et gère les litiges en toute confidentialité. Pour nous, c'est complètement égal si un litige oppose une société qui serait membre d'une chambre de commerce et une société qui ne serait pas membre d'une chambre de commerce. Il n'y aura aucun favoritisme, évidemment, à ce niveau-là. Et en plus, la chambre de commerce concernée ne sera même pas au courant de l'existence du litige, puisqu'il y a un système de filtre qui fait que uniquement les employés de Sky, la Swiss Chambers Arbitration Institution, sont au courant des litiges en cours, ainsi que moi-même dans une certaine mesure. Je ne m'occupe que des litiges problématiques en ce qui me concerne. Et ensuite, il n'y a aucune information qui passe au niveau du comité et des chambres de commerce. Nous sommes dans des bureaux séparés avec des systèmes informatiques séparés, des téléphones séparés. Nous partageons néanmoins la réception, des salles de conférence et des escaliers. Mais nous sommes complètement séparés et indépendants pour les autres choses. Après 150 ans d'existence, nous avons réussi, et de longue lutte, il faut le dire, à gérer une centaine d'arbitrages et de médiations par année. Donc, il faut beaucoup d'années d'existence pour juste une centaine de litiges, ce qui nous réjouit parce que le moins il y a de litiges, le mieux les sociétés se portent, le mieux l'économie se porte, et c'est ce que nous souhaitons. Néanmoins, nous sommes là quand l'économie ne va pas bien, comme actuellement, que les gens se disputent, que les gens ont des problèmes et que les sociétés ont besoin de quelqu'un d'expérimenté pour les aider à administrer leurs litiges et à trouver des solutions. La réputation de Sky n'est pas à refaire, donc voilà. Et cette réputation est soutenue aussi par sa discrétion. Sky n'apparaît quasiment jamais dans les journaux, ne publie pas les décisions qui sont rendues chez elle, lesquelles concernent néanmoins des sociétés que tout le monde connaît, qui sont elles-mêmes dans les journaux, mais les litiges restent confidentiels et ne sortent pas. Il n'y a à aucun moment conversation s'agissant d'un litige. On est contacté des fois par la presse, mais nous ne parlons jamais ni à la presse, ni d'ailleurs aux différents tribunaux civils qui pourraient des fois nous contacter dès lors que nous sommes aussi complètement indépendants des tribunaux civils. Nous sommes néanmoins reconnus par la loi et notre indépendance est protégée à ce niveau-là aussi. Nous avons déjà eu un certain nombre d'arbitrages en matière financière. Il existe un mythe comme quoi les banques et les institutions financières ne feraient pas appel à l'arbitrage. C'était peut-être vrai à l'époque, je n'en sais rien, je n'étais pas là, mais je peux vous dire que sur ces 5 dernières années, et y compris encore cette année, nous avons des litiges qui opposent des banques entre elles, des sociétés financières avec des banques avec des assurances, etc. Il y a de très nombreux litiges en matière financière qui sont déjà soumis à l'arbitrage, et si vous souhaitez mettre des clauses d'arbitrage dans vos contrats, vous êtes volontiers invité à le faire. Si vous n'avez pas de clause d'arbitrage ou de médiation dans votre contrat, vous pouvez quand même toujours, en cas de litige, tenter de vous mettre d'accord avec la partie adverse et de venir soumettre votre litige soit à la médiation, soit à l'arbitrage en application d'un accord que vous feriez sur le moment. Nous avons
2 secrétariats principaux, un à Genève et un à Zurich. Les langues parlées sont évidemment le français, l'allemand et l'anglais, mais nous avons aussi des employés qui parlent italien, en particulier à Genève. Et nous avons aussi un bureau à Lugano qui nous soutient régulièrement, qui, pour le moment, n'administre pas de litige par lui-même, mais qui nous aide à administrer depuis Genève les litiges qui concernent la Suisse italienne. Nous travaillons dans une très grande discrétion, sans jamais rien publier, raison pour laquelle des fois on est tellement discret qu'on nous oublie ou qu'on ne nous connaît pas. Mais nous avons néanmoins un grand réseau dans les cabinets d'avocats, chez les médiateurs et chez les arbitres. Nous connaissons presque tout le monde, ou en tout cas toutes les personnes qui sont connues dans le domaine, et nous pouvons faire appel à chaque fois que nous avons besoin dans un domaine particulier. Nous savons toujours où trouver là où les bonnes personnes pour gérer le projet ou le litige pour lequel nous avons besoin d'aide. Et c'est pour ça que quand on a monté l'organe de médiation, d'abord nous avons bénéficié de notre réseau avec les grands conseils de maître Raphaël Treuillot et de maître Stéphanie Odera, qui nous ont contactés et invités à créer cet organe de médiation. Et ensuite, grâce à eux et grâce à d'autres personnes dans notre réseau, nous avons trouvé d'autres ombudsman. On peut passer au slide suivant. Nous avons eu la chance de faire la connaissance de maître Daniel Glasner, de madame Yvette Schiess à Zurich, de monsieur le professeur Rolf Weber à Zurich et de maître Olivier Rivoire à Genève. Ces 4 personnes ont la qualité rare en Suisse de combiner des connaissances juridiques, des connaissances en médiation, et pas seulement des connaissances, mais aussi des qualités reconnues en médiation, et des connaissances dans le domaine financier. Ils ont chacun des domaines financiers qu'ils connaissent particulièrement bien, d'autres qu'ils connaissent un petit peu moins bien, mais le fait qu'ils soient déjà 4 nous permet déjà de couvrir les 4 langues français, allemand, anglais, italien et presque tous les domaines en matière financière. Le jour où nous serions saisis d'un litige, nous pourrions faire appel à ces 4 personnes dans un premier temps pour vérifier si elles sont disponibles, si elles n'ont pas de conflit d'intérêt par rapport au litige qui est posé, et pour vérifier si elles ont les connaissances nécessaires dans le domaine particulier financier qui est concerné. Si par hasard, nous devions recevoir d'autres demandes qui ne seraient pas couvertes par ces 4 personnes, ou si nous recevions énormément de demandes, ou si ces personnes n'étaient pas disponibles, ou si elles avaient toutes des conflits d'intérêts, ce qui arrive parfois avec des très grandes sociétés. C'est parfois difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas de conflit d'intérêts. Dans ce cas-là, nous avons un très grand réseau et nous sommes capables de faire appel à d'autres personnes et d'accréditer d'autres ombudsman ou d'ombudswoman en tout temps. Je vais donc présenter maintenant les personnes qui vont parler aujourd'hui. Il y en a 2 qui sont en photo sur le slide en tant qu'ombudsman chez nous. Il s'agit déjà de Daniel Glasner. Daniel Glasner est un médiateur accrédité par le CEDR à Londres. Il a également fait une formation complémentaire en Californie auprès de l'Edwards Mediation Academy. Il est aussi en particulier quelqu'un qui vient du domaine de la finance. Il est spécialisé dans le domaine de la gestion de patrimoine, la gestion de fortune discrétionnaire traditionnelle et les hedge funds, ainsi que dans le conseil en investissement et dans les opérations de change et options. C'est un ancien président de l'Association professionnelle de gestionnaires de fortune et il est actuellement le fondateur de Action Finance SA, qui est une boutique de conseil et de M&A pour les gestionnaires de fortune. Il parle le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Également présent aujourd'hui, nous avons en photo sur ce slide maître Olivier Rivoire, qui est aussi l'un de nos ombudsman. Maître Olivier Rivoire est avocat suisse avec une formation à Fribourg, ensuite à Genève et un LLM à Georgetown aux États-Unis. Il a travaillé plusieurs années à la FINMA
en particulier dans le secteur des autorisations bancaires et des négociations en valeurs mobilières, ce qui s'appelle maintenant des maisons de titres. Il a travaillé ensuite de nombreuses années dans plusieurs services juridiques de banque, notamment le Crédit Agricole à Genève et le service juridique de Rail, donc dans lesquels il a notamment été en charge des litiges intentés par les clients, avant de se mettre à son compte en 2019 dans le cabinet d'avocats chez Bory et Avocats, où il fait également du contentieux et où il conseille des prestataires de services financiers. En ce qui concerne la médiation, il a fait un CAS HESSO à Genève en médiation et il a déjà géré plusieurs litiges lorsqu'il était dans les banques en médiation. Il a donc déjà non seulement de l'éducation, mais aussi de l'expérience dans le domaine. Et la troisième personne qui va parler aujourd'hui n'est pas en photo sur ce slide, mais néanmoins, vous allez le voir très bientôt. Il s'agit de Maître Raphaël Treuillot. Maître Raphaël Treuillot est avocat au barreau de Genève depuis 1987, spécialisé en droit des services financiers et le droit pénal financier. Il est associé de l'étude Sando-Moreillon-Treuillot depuis 2000, mais aussi un organe de l'ARIF depuis sa fondation en 1999, et maintenant de l'ESIF, qui a été créé en 2020 en application de la LSFIN. Ces trois personnes vont, les unes après les autres, répondre aux questions principales s'agissant de la LSFIN. Et je m'adresse en premier à Daniel. Daniel, très brièvement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la médiation au sens général du terme? Bonjour Caroline, merci beaucoup pour ces mots sympathiques et pleins de louanges. La médiation, en fait, c'est lorsque une personne, qui est appelée le médiateur, intervient auprès des deux parties ou plusieurs parties pour faciliter leur communication lorsqu'ils ont un litige. L'objectif est que cette personne soit considérée impartiale et totalement indépendante par les parties, de sorte que chacune se sente tout à fait à l'aise pour qu'elle puisse lui transmettre en fait, l'information qui lui permettra de mieux négocier avec l'autre partie et de trouver des intérêts communs et non pas de se retrouver dans une position antagonistique comme c'est plus le cas dans le domaine des procédures judiciaires. Merci beaucoup, Daniel. Quels sont ces avantages? Rapidité, confidentialité et surtout aussi, quand je parle de rapidité, c'est que ça peut, en fait, en plusieurs séances, les séances sont parfois avec chacune des parties séparément, parfois elles sont ensemble dans la même salle, de manière à qu'elles puissent rapidement, ça peut se faire en une journée, ça peut se faire en plusieurs journées, arriver à communiquer oralement surtout. Il n'y a pas nécessairement besoin de toute la documentation qui est exigée dans les procédures juridiques. Merci beaucoup. Olivier, quel est le rôle précisément du médiateur? Olivier, on ne t'entend pas, tu es sur mute. Ah, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Pardon. Ouais, je disais que le médiateur, en fait, n'avait pas de rôle décisionnel, contrairement à un juge ou un arbitre, mais il fonctionne comme facilitateur qui doit amener les médiés, donc les parties à la médiation, à trouver une solution elle-même. Il ne donne en principe pas non plus son avis sur un dossier qui lui est soumis. Dans le cas de la LSFIN, il pourrait par contre donner son avis en fin de médiation en cas d'échec ou si la médiation venait à échouer sur la base du dossier qui aurait été transmis par les parties. Est-ce que le médiateur est impartial, indépendant et autonome? Ces mots sont presque synonymes, hein, mais les gens peuvent pinailler. Oui, non, effectivement. Alors, le médiateur doit l'être, et je pense que c'est un des éléments essentiels pour qu'une médiation soit réussie. Et nous, les ombudsman, on est d'ailleurs indépendant de Sky et on est vraiment au service des parties. On n'est ni pour elles ni contre elles, on est vraiment à leur service pour les écouter et pour les aider à trouver une solution.
D'ailleurs, avant de rentrer en médiation, on doit vérifier, comme tu l'as dit avant, Caroline, qu'on n'a pas de conflit d'intérêt par rapport aux parties qui sont en litige. Et puis, un autre élément important, on doit signer un document qui atteste que nous sommes disponibles, indépendants et impartial dans la gestion du litige qui est porté en médiation. Tout à fait. Nous faisons la même chose en arbitrage et dans les autres médiations, si jamais. Pour information à tout le monde, nous avons des formulaires très stricts pour vérifier l'indépendance. Et l'indépendance ne se vérifie pas seulement au début du dossier, elle se vérifie aussi par l'ombudsman ou le médiateur en tout temps, s'il devait prendre connaissance de tout fait, changement de fait ou fait dont il n'avait pas connaissance avant, qui pourrait donner la perception à une partie que le médiateur pourrait manquer d'indépendance. Le médiateur, d'après notre formulaire, est obligé de nous le signaler. Et ensuite, il y aura une discussion entre le médiateur, nous-mêmes et les parties pour vérifier si l'indépendance est garantie, mais aussi si les parties sont à l'aise. Si les parties ne sont pas à l'aise et ont l'impression que le médiateur pourrait manquer d'impartialité, dans ce cas-là, en principe, on déciderait de changer de médiateur et de trouver un autre médiateur. Donc, l'indépendance, ce n'est pas seulement au début du dossier, c'est en tout temps. Olivier, est-ce que vous pensez que Sky est elle-même indépendante? Oui, alors parfaitement. Et d'ailleurs, quand moi j'ai approché Sky, c'est un élément qui pour moi était important aussi, cette indépendance de Sky. D'ailleurs, les bureaux sont complètement séparés des bureaux des chambres de commerce. Leurs employés aussi sont séparés des employés des chambres de commerce. Et puis, comme tu l'as dit avant, les litiges ne sont même pas portés à la connaissance des chambres de commerce, ce qui est un élément très important. Merci, Olivier. Je passe maintenant à Raphaël, à qui je vais poser quelques questions sur les obligations d'affiliation. Qui est obligé de s'affilier auprès d'un organe de médiation au sens de la LSFIN? Alors, Caroline, avant de répondre à votre question, je vais dire 2 mots aussi sur Sky. Vous avez évoqué le fait que Maître Dara et moi-même vous avons approché, il y a déjà ça plusieurs années, dans ce cadre du processus de médiation qui était envisagé à l'époque. Et je précise que ni Maître Dara ni moi n'avons le moindre intérêt financier dans Sky, pas plus que les entités que nous représentons, ARIF ou OSIF, dont nous sommes les organes. Si nous avons fait cette démarche, c'est parce que nous savons, en tant que professionnels du droit, que Sky est une institution véritable, stable, existant depuis très longtemps, dotée de moyens puissants, d'un greffe qui n'a rien à envier à ceux des institutions du pouvoir judiciaire, et donc est à même de fournir un vrai service de qualité. C'est pour ça que nous vous avons encouragé à vous inscrire, enfin demander votre agrément au DFF en tant qu'organe de médiation. Alors maintenant, la question que vous posez, elle nécessite pour tous les gens qui s'intéressent à ces problèmes de se référer à 2 articles de loi qui sont les plus fondamentaux et dont découlent toutes les autres questions. Le premier article de loi, c'est l'article 3 de la LSFIN, qui donne un certain nombre de définitions. Et puis, l'autre article, c'est l'article 2 de la LEFIN, la loi sur les établissements financiers, qui, lui, liste un certain nombre de personnes. Alors, l'article 3 LSFIN, il décrit diverses activités. Il décrit d'abord ce qu'est un instrument financier. Parce que cette notion n'est pas forcément limitative. Donc, il y a une définition des instruments financiers. Ensuite, il y a une définition des services financiers qui portent sur ces instruments financiers et une définition des prestataires de services financiers, c'est-à-dire ceux qui fournissent ces services financiers portant sur des instruments financiers. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir toujours ces articles devant les yeux lorsqu'on se pose une question.
Alors, le problème, c'est que les définitions ne se recoupent pas entièrement entre la LS-FIN et la LE-FIN. Dans la LS-FIN, sont des prestataires de services financiers, toutes les personnes qui fournissent à titre professionnel, même s'ils gagnent très mal leur vie, à des clients en Suisse ou depuis la Suisse, et qui fournissent une activité indépendante en vue d'obtenir un revenu. Bon, ça, c'est la définition du prestataire de services financiers. Les services financiers, ça peut être un certain nombre d'activités, par exemple l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers, qui inclut dans cette définition là aussi la distribution de produits financiers, la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, la gestion d'instruments financiers, ce qu'on appelle communément la gestion de fortune, l'émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur des instruments financiers, ce qu'on appelle communément le conseil en placement, ou l'octroi de crédit pour exécuter des opérations sur instruments financiers. Toutes les personnes qui fournissent ces services-là sont des prestataires de services financiers. Cependant, tous les prestataires de services financiers ne sont pas des établissements financiers. Les établissements financiers sont un nombre limité de professionnels qui fournissent des services particulièrement importants dans le domaine des services financiers. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les gestionnaires de fortune ou gérants de fortune, ce qu'on appelait dans le temps les GFI, les gérants de fortune indépendants. Il y a les trustees qui sont également considérés comme des établissements financiers. Il y a les gestionnaires de fortune collective, il y a les directions de fonds et les maisons de titres. Lorsque la loi disons, a été inventée, on ne s'est pas véritablement posé profondément la question de savoir ce qu'il en était des trustees qui avaient demandé eux-mêmes à être considérés comme établissements financiers. Et ce n'est qu'après l'entrée en vigueur de la loi que les gens se sont dit oui, mais ça nous impose toute une série d'obligations. Et donc, une interprétation a été faite par l'autorité qui aboutit à ce que les trustees ne sont pas des prestataires de services financiers, même s'ils sont des établissements financiers. Ce qui va avoir une conséquence dont je parlerai ensuite sur leurs obligations. Par ailleurs, il y a des prestataires de services financiers qui ne sont pas des établissements financiers. Ce sont tous les gens qui ne sont ni gestionnaires de fortune, ni trustees, ni gestionnaires de fortune collective, ni direction de fonds, ni de maison de titres, mais qui fournissent quand même les services financiers que j'ai évoqués précédemment. Ça peut être, par exemple, les conseillers en placement. Les conseillers en placement ne sont pas des gestionnaires de fortune, mais ils sont quand même des prestataires de services financiers. Ça peut être les gens qui sont gestionnaires de fortune, mais qui n'atteignent pas le niveau d'activité qui les oblige à obtenir une autorisation de la FINMA pour exercer. Donc, tous les gens qui ne sont pas établissements financiers, mais qui sont quand même des prestataires de services financiers, ont un certain nombre d'obligations. Parmi ces obligations, c'est celle de s'enregistrer. Ils doivent être enregistrés auprès d'un registre des conseillers. Les registres des conseillers sont des autorités qui ont été créées par la loi, qui ont simplement pour rôle de tenir la liste de toutes ces personnes. Alors, me direz-vous, est-ce que si on est employé par un gérant de fortune, est-ce qu'on doit s'enregistrer sur ce registre? Non, parce que la loi comporte une exception. Si vous êtes au service d'un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Donc, on voit que les deux, c'est comme dans les maths modernes, hein, il y a deux patates, elles ne se recouvrent pas entièrement. Donc, certains peuvent être soumis à l'obligation d'enregistrement
parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes des établissements financiers ou ils ne sont pas employés par un établissement financier. Et puis, certains établissements financiers, eux, ne sont pas considérés comme fournissant des services financiers, par exemple les trustees, ce qui aura pour conséquence une autre répartition, cette fois-ci vis-à-vis d'un autre phénomène qui est celui qui vous intéresse, qui sont les organes de médiation. Les organes de médiation, initialement, et c'est d'ailleurs toujours le cas dans le texte actuel, tous les établissements financiers devaient s'affilier à un organe de médiation. En réalité, comme il y avait une contradiction entre la LEFIN et la LSFIN, puisque dans la LSFIN, le trustee n'est pas considéré comme un prestataire de services financiers, les trustees ont dit, mais pourquoi est-ce que nous, on devrait s'affilier à un organe de médiation, puisqu'on ne donne pas de prestation de services financiers? Donc là encore, les deux patates ne se recouvrent pas entièrement. Vous allez avoir des gens qui sont des prestataires de services financiers. Ceux-là ont tous l'obligation de s'affilier à un organe de médiation, et vous aurez certains établissements financiers qui, eux, n'auront pas cette obligation, en particulier les trustees, parce qu'ils ne fournissent pas de prestations de services financiers. Alors, je ne sais pas si ce que je vous ai dit est clair, mais enfin, disons, c'est très résumé. Je suis bien sûr à disposition pour répondre à toute question précise sur une situation particulière. Mais enfin, revenez toujours quand vous avez une question à ces deux articles, l'article 2 LEFIN et l'article 3 LSFIN, qui sont les deux tables de la loi initiale de ce système. Merci beaucoup, Raphaël. Daniel, vous avez certainement eu connaissance d'une communication du département des finances au mois de novembre s'agissant d'exemption pour certains prestataires de services financiers qui n'auraient pas besoin de s'inscrire auprès d'un organe de médiation. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions par rapport à cette exemption? Par exemple, une question qu'on m'a posée récemment, c'est est-ce que cette exemption est valable? Donc, juste pour situer, en principe, pour les prestataires de services financiers qui ne rendent des services qu'à des investisseurs professionnels ou institutionnels, mais est-ce que c'est valable que pour des prestataires étrangers ou est-ce que c'est aussi valable pour des prestataires suisses? C'est une question qu'on m'a posée récemment. Alors, je dirais, je parle sous la surveillance de Maître Toyo et Maître Rivoire, parce que qu'est-ce qu'a voulu le législateur? Le législateur a voulu en fait protéger le client final. Que le client final soit très fortuné ou peu fortuné, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est leur permettre par une procédure de médiation, une fois qu'ils auraient traité ou tentativement de régler leurs problèmes avec le prestataire de services financiers, et de sorte de pouvoir trouver une solution. Donc, ce prestataire de services financiers qui ne s'adresse pas à un client final n'a pas besoin de s'affilier à un organe de médiation parce que la loi considère que les investisseurs institutionnels ou les investisseurs professionnels sont assez compétents et capables de comprendre toute la documentation et toute la relation qu'ils ont avec le prestataire de services financiers. Donc, un prestataire de services financiers qui est à l'étranger, par exemple, et qui est contrôlé, supervisé dans son pays, si vraiment il atteste que la surveillance à laquelle il est soumis est aussi comparable à celle qui est établie en Suisse avec la loi LEFIN, alors là, il n'a pas besoin de s'inscrire ni au registre de conseillers, ni donc à l'organe de médiation. Est-ce que c'est assez clair? Parce que cette communication, elle a ravivé certaines, disons, questionnements sur mais qui vraiment bénéficie de la médiation LSFIN. Et donc, un établissement bancaire qui a comme gérant de fortune une relation contractuelle, eh bien, ce prestataire financier
n'a pas besoin, en tout cas de par la loi LSFIN, de s'obliger à entamer une médiation avec un prestataire de services financiers qui est un professionnel. Donc, l'idée du législateur est de donner l'option en fait au client final de pouvoir régler son conflit de manière rapide et professionnelle avec son prestataire de services financiers. Par contre, bien que je trouve que la médiation est le concept qui chaque fois prend de plus en plus d'ampleur en Suisse et ailleurs, c'est de dire essayons de régler nos problèmes avec une médiation volontaire, même si nous ne sommes pas obligés d'être assujettis à cette médiation LSFIN. Merci beaucoup, Daniel. Alors, peut-être juste une précision, nos services, tant de médiation ombudsman, LSFIN, que de médiation standard commerciale et d'arbitrage sont ouverts à tout le monde. Donc, les prestataires de services financiers et les conseillers clientèle qui doivent, de par la LSFIN, s'affilier à un organe de médiation doivent le faire dès lors qu'ils doivent remplir leurs obligations légales. Pour tous les autres qui ne sont pas obligés de s'affilier auprès d'un organe de médiation, ça ne les empêche pas, s'ils le souhaitent, d'une manière volontaire, soit en mettant une clause dans leur contrat, soit lorsque le litige survient après une discussion avec la partie adverse, ou même sans l'avoir fait, de nous envoyer une demande d'arbitrage ou de médiation, en ayant aussi choisi sous quel règlement, quel est le règlement que vous souhaitez utiliser. Et dans ce cas-là, on va inviter l'autre partie à prendre position. Et si l'autre partie est d'accord de commencer un arbitrage ou une médiation, sous l'un ou l'autre des règlements, la médiation aura lieu. Donc, le service est à la disposition aussi des parties qui ne sont pas obligées de s'affilier, parce qu'il faut quand même le savoir. Oui, la loi souhaite protéger les petits investisseurs qui ne s'y connaissent pas vraiment en finance et qui pourraient se faire induire en erreur par certaines indications erronées ou compliquées qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne veut pas dire que des grandes sociétés ou même des sociétés moyennes ou petites, très professionnelles, n'auront pas de litiges. Les litiges font partie de la vie, font partie du business. Et les sociétés qui survivent sont celles qui savent non seulement innover et fournir des bons services ou des bons produits à leurs clients, mais aussi qui savent gérer leurs litiges et y passer le moins de temps possible parce que ce n'est pas leur but. Et pour y passer le moins de temps possible, les sociétés les plus éclairées utilisent justement des services de médiation et d'arbitrage très spécialisés dans leur domaine qui leur permettent de passer rapidement à autre chose et si possible de se réconcilier avec leurs clients afin de le garder ou avec leurs fournisseurs évidemment. Olivier, dans quel délai est-ce que les prestataires de services financiers et les conseillers clientèle doivent s'affilier? Alors, il faut s'affilier jusqu'au 24 décembre, c'est le dernier délai, c'est-à-dire 6 mois après la première autorisation qui a été délivrée par le département fédéral des finances à un organe de médiation. Ça coïncide donc avec la période de Noël, donc une période souvent chargée. Donc les prestataires de services financiers qui voudraient s'affilier et obtenir rapidement leur attestation d'affiliation devraient donc s'affilier au plus vite. Et la recommandation qu'on peut faire, c'est leur demander de s'affilier d'ici le 15 décembre. Voilà. Et alors, juste une précision, s'agissant de l'affiliation, c'est extrêmement simple. Il suffit de se rendre sur le site de l'organe de médiation, remplir un petit formulaire et payer le montant des frais d'enregistrement et d'affiliation. Il n'y a pas d'autres procédures, il n'y a pas de contrôle de notre côté. Nous prenons simplement les affiliations, nous en prenons note, nous attestons l'affiliation une fois que nous avons reçu le montant de la cotisation. Ces cotisations sont obligatoires, elles sont en fait prévues par la loi pour couvrir les frais d'administration justement des affiliations et les frais d'organisation et de création de l'organe de médiation. La comptabilité est séparée et nous avons une obligation d'économicité
Sky est une association à but non lucratif et donc les frais qui sont prélevés sont uniquement prélevés pour couvrir ces coûts administratifs, purement administratifs. Suite à des questions qui nous ont été posées, je vais profiter pour y répondre. Nous ne remboursons pas ces frais une fois qu'ils ont été payés, dès lors que dans ce cas-là, le travail est aussi fait de notre côté. Ce sont principalement des frais d'enregistrement et de confirmation d'affiliation. Les sociétés qui se sont affiliées sont affiliées jusqu'à la fin de l'année prochaine. Si elles souhaitent néanmoins, puisqu'en vertu des exemptions qui pourraient se poser, si les sociétés souhaitent sortir, elles peuvent le faire. Nous accepterons leur sortie de l'affiliation, bien sûr, mais nous ne rembourserons pas les frais dès lors que de ce qui nous concerne, le travail de notre côté aura été fait, le service aura été rendu. Ces frais ont été vraiment gardés à un minimum et les frais qui seraient liés à une médiation, s'il devait y en avoir une, sont séparés et sont au principe du pollueur-payeur ou au principe de la société en litige uniquement. Donc, les frais d'affiliation sont mutualisés sur toutes les sociétés qui s'affilient. Nous avons pour unique but de couvrir les coûts et de faire les réserves légales qui nous sont imposées par la LSFIN, selon une comptabilité séparée, ce qui nous a aussi été imposé par la LSFIN. Dès que ces coûts seront couverts, et en l'occurrence, ils le seront très bientôt, les frais d'affiliation pourront être baissés et on se concentrera surtout sur les médiations et les services que nous pourrons rendre de manière effective aux sociétés qui en ont besoin. Une précision sur ça. Les frais sont de 440 francs pour 2000 et 2021, c'est juste, hein, ça couvre les 2 années. Oui, le restant de l'année 2020. On est d'accord. Il ne reste plus grand-chose de 2020. Pour ceux qui se seraient déjà affiliés il y a quelques mois, c'est le cas. Hein. Voilà, ils ont déjà bénéficié du service et certains d'entre eux nous ont déjà contactés pour nous poser quelques questions. Nous avons déjà eu 2 demandes de médiation pour lesquelles nous avons déjà eu des contacts. Finalement, elles n'ont pas donné lieu à des vraies médiations, mais nous avons déjà été en contact s'agissant de 2 dossiers potentiels. Donc, le service est déjà fourni depuis le mois de juillet. Et en fait, nous avons décidé plus ou moins d'offrir l'année 2020 à ceux qui se sont inscrits plus tôt. Et les frais d'affiliation, nous avons décidé pour les questions d'équité aussi, de maintenir les mêmes frais et les mêmes prix pour tout le monde. Nous ne souhaitions pas encourager les gens à s'affilier tard ou tôt ou à ne pas s'affilier. Je vois qu'il y a des questions qui sont en rapport avec ce qu'on est en train de discuter. Donc, quelle est la durée de l'engagement? Donc, c'est jusqu'à la fin de l'année 2021. Commençons dès le jour du paiement de l'affiliation. Et ensuite, pour l'année 2022, nous ferons un appel aux cotisations pour 2022. Le montant sera déterminé en fonction des charges qu'on aura constatées cette année et des montants des réserves qui auront été constituées ou pas encore cette année. Probablement que ces frais seront réduits. Et si les sociétés souhaitent changer d'institution, elles peuvent le faire, libre à elles. Je crois qu'il est important que les sociétés se sentent en confiance avec leur organe de médiation. Et si elles souhaitent changer, elles peuvent changer. En ce qui nous concerne, la LSFIN nous impose, nous permet, si quelqu'un ne payait pas ses cotisations ou ne venait pas aux médiations auxquelles il a été invité à participer par un client et un ombudsman, si quelqu'un devait ne pas respecter la LSFIN, nous pouvons aussi exclure des sociétés ou des conseillers clientèle. S'agissant des médiateurs, ombudsman, en fonction du litige qui nous serait soumis, nous regarderions quelles sont les qualités nécessaires et les connaissances nécessaires dans le domaine particulier et nous connaissons assez bien nos ombudsman ainsi que d'autres qui existent dans d'autres sociétés.
une discussion s'engagerait pour trouver le meilleur ombudsman pour le prestataire de services financiers. Donc, oui, vous pouvez, je vois la question, vous pouvez le proposer, vous pouvez en principe le choisir. Il y aura quand même encore une discussion avec le client, cas échéant, et avec nous pour vérification des qualités de la personne concernée. Si jamais elle est proposée par le prestataire de services financiers, on devra vérifier l'absence de conflit d'intérêts, les compétences et la disponibilité de la personne concernée. Mais ça reste dans le domaine du possible. S'agissant de la question du private equity et du venture capital, je crois que certains d'entre vous, peut-être Daniel, tu veux t'exprimer? Est-ce que tu as de l'expérience en private equity et venture capital? Je peux dire que j'ai eu des clients qui ont été investis dans des affaires de private equity et qui ont à un moment donné eu un litige parce qu'il y avait un problème avec le rendement ou il y avait du retard dans l'investissement. Et il a fallu donc vérifier quelles étaient les contraintes et de celui qui avait organisé le private venture et puis voir si le client, en fait, investisseur final, avait bien compris tout ce qu'on lui avait donné comme information et comme documentation. Donc, effectivement, oui, un venture capital, ça peut être très, très compliqué, évidemment, puisque ce sont des investissements qui ne sont pas cotés, où il n'y a pas la même obligation de transparence qu'il existe dans des sociétés cotées. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce que Olivier ou Raphaël, vous souhaitez rajouter quelque chose ou bien est-ce qu'on passe aux prochaines questions? Écoutez, moi, je vous laisse l'initiative, Caroline. Si tu n'as rien à rajouter par rapport à ce que Daniel a rajouté, je propose qu'on passe aux prochaines questions. Je vois qu'il y a l'autre question qui a été posée aussi dans le chat. Comment Sky se démarque par rapport à d'autres institutions comme Teraxis? Alors, en l'occurrence, nous ne nous démarquons pas particulièrement par rapport à d'autres organisations. Je ne peux pas prendre position sur les autres organes de médiation, je ne les connais pas suffisamment, je ne sais pas si Teraxis est une institution. J'ai pris connaissance de leur existence et des personnes qui le composent, qui je crois sont au nombre de 4. Je pense que c'est un concept qui est différent. Sky, la Swiss Chambers Arbitration Institution, est une institution, comme je l'ai dit, qui est indépendante de ses employés, dans le sens où le jour où je partirai, l'institution sera encore là. Le jour où je serai vieille et je voudrais prendre ma retraite, l'institution continuera. Elle était là 150 ans avant moi, elle sera là 150 ans après moi. Donc, les organes de médiation, certains autres organes de médiation qui ont été admis par le département des finances sont beaucoup plus liés à des personnes. Donc, ça peut être un choix. On peut choisir des personnes ou on peut choisir une institution. Voilà, je n'ai pas spécialement d'opinion. Je trouverais tout à fait inapproprié de commenter sur d'autres organisations. Je pense que c'est à chacun de choisir où est-ce qu'il se sent à l'aise, avec quel système est-ce qu'il se sent à l'aise. Voilà. Pour la prochaine question que nous avions préparée suite à des questions récurrentes que nous recevons, Daniel, de quelle manière est-ce que les prestataires de services financiers doivent informer leurs clients de la possibilité de rentrer en médiation? Alors, cette obligation, en fait, est exigée dans la documentation contractuelle, soit qu'elle soit dans des documents spécifiques ou soit qu'elle soit dans les conditions générales qui lient le prestataire de services financiers avec le client final. Et cette information, c'est en fait, en cas de litige, s'il vous plaît, vous pouvez contacter le médiateur, en fait, l'organe de médiation, parce que le client lui-même ne doit pas s'affilier à l'organe de médiation, c'est son prestataire de services financiers. Donc, tout ce que doit pouvoir lire le client final, c'est
quel est le lien informatique ou quel est, sur un document en papier, l'organe de médiation auquel il peut en fait, prendre contact. Et là, il y a une procédure qui se met en place pour vérifier que le client va, comme tu l'as dit auparavant, s'adresser au bon organe de médiation, qui sont prestataires de services financiers et bien affiliés là-bas. Ce que je peux peut-être ouvrir juste comme parenthèse à ce que tu as dit par rapport aux organes de médiation, puisque là, je parle en tant que médiateur et indépendant et autonome. Beaucoup de fois, les gestionnaires de fortune ou conseillers en placement se posent la question, mais quel est le coût de la médiation? Tu en as parlé un petit peu, lorsqu'il y a des frais que les affiliés payent auprès des organes de médiation. Mais par contre, ce que je voulais rajouter, c'est que les honoraires du médiateur sont payés pratiquement à 100% par le prestataire de services financiers. C'est pour ça que la loi a voulu soulager le client final. Et vu que tu as parlé de l'association professionnelle avec laquelle j'étais président, nous avons pu négocier des assurances RC professionnelles de manière à ce que les frais de médiation, donc ce qui est versé et à l'organe de médiation en tant qu'affiliation ou directement au médiateur pour ses honoraires, soit couvert sans franchise par certaines assurances. Donc, je pense que ce point est important parce que quand on commence à comparer tel organe ou tel autre, il ne faudrait pas nécessairement imaginer que les coûts nécessairement sont importants puisque, en principe, le gérant de fortune aura, s'il passe par l'association professionnelle que je n'ai pas encore mentionnée, pourrait vraiment bénéficier de ces assurances RC professionnelles. Donc, oublions ici à un moment l'aspect financier et pensons plutôt à l'aspect qualitatif des personnes qui composent l'organe de médiation, aussi bien à l'organe de médiation ou totalement indépendant en tant que médiateur. Absolument. Et en fait, c'est la qualité des personnes et des institutions qui font la différence lors de la gestion du litige. Parce que d'expérience, ayant moi-même travaillé de nombreuses années dans des sociétés internationales et ayant fait pas mal de médiation, ce qu'on a constaté, c'est que si on arrive à résoudre un litige très tôt, de manière orale, relativement informelle, mais avec l'aide d'un facilitateur tel qu'un médiateur ou un ombudsman qui permet de donner confiance aux parties, comme quoi elles sont entendues, qui permet de s'assurer qu'elles le soient effectivement, et de permettre d'aider les parties à se concentrer sur leur intérêt et non pas sur leur position, et encore moins sur leurs émotions. Ça permet d'éviter des frais ensuite de contentieux, d'arbitrage, de procédures administratives qui sont extrêmement coûteux, extrêmement longs. Et qui dit long dit coûteux, répétitif, rébarbatif. Ça peut être des épines dans le pied de certaines personnes aussi tout au long de leur carrière parce qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ces litiges. Donc, c'est la qualité qui compte dans les premières heures, dans les premiers jours, dans les premiers mois de la gestion d'un litige, même si les émotions sont encore très, très élevées. Et c'est de l'importance du rôle des ombudsman et des ombudswomen de permettre aux parties de bien voir leurs intérêts. Pourquoi je le dis? C'est parce que ça ne fait pas seulement une différence au niveau des coûts, mais ayant moi-même été formée en médiation, j'ai pu constater que même comme moi, j'étais toujours du côté d'une partie, si moi je le disais, l'autre partie ne m'écoutait pas. Elle ne pouvait pas me croire, elle ne pouvait pas avoir confiance en moi. Et c'est pour ça que j'allais quand même engager des médiateurs, même si je savais exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la fonction de médiateur ou d'ombudsman qui agisse comme facilitateur et qui aide les parties à entrer en confiance et à se concentrer sur les points principaux. Et de cette manière, en fait, les sociétés et les individuels économisent énormément d'argent et au lieu de se concentrer sur un petit coût
d'enregistrement ou de frais à payer d'honoraires à un ombudsman, ils devraient se dire à quel point c'est un excellent investissement pour éviter beaucoup plus de frais plus tard dans la gestion de leur litige. Ça d'ailleurs a toujours été finalement reconnu par tous les grands directeurs que j'ai vus et qui ont vu les résultats qu'on a pu amener dans des médiations. Et je vais vous donner encore un exemple. On a pu tourner des litiges en des deals. Un litige peut devenir une opportunité de développer du business si le médiateur est bon. Donc, il n'y a pas de limite ensuite à une bonne négociation. Olivier, quels sont les litiges qui peuvent être portés en médiation LS-FIN? Alors, en médiation LS-FIN, on parle uniquement de litiges civils entre le prestataire de services financiers et puis son client. Litige civil, c'est donc assez large. On pense notamment à l'achat-vente de sûreté, l'exécution d'ordre, gestion d'actifs discrétionnaires et collectives, conseil en investissement, problématiques liées au crédit lombard, au private equity, on en a rapidement abordé le sujet tout à l'heure, et puis également des litiges liés à la reddition de comptes. Ces différents éléments se retrouvent dans le règlement de procédure de Sky. Ça, c'est la première partie. Une deuxième partie, c'est les questions liées à la saisine du médiateur. Est-ce que le médiateur se déclare compétent ou non pour traiter un dossier? La loi indique que si un cas est manifestement abusif, la médiation n'aura pas lieu d'être et le médiateur pourra se saisir. Également, si la question posée est liée à des questions de politique commerciale ou juridique ou tarifaire générale, là aussi, ça sort du champ de la médiation LS-FIN. On doit vraiment traiter un cas concret qu'un client a eu avec son prestataire de services financiers. Il y a d'autres cas pour lesquels le médiateur se déclara incompétent. C'est que si une médiation tout simplement a déjà eu lieu entre les mêmes parties sur le même objet, à moins que les parties décident de retourner en médiation pour avoir leur litige traité. Si une autorité de conciliation, un tribunal ou une autorité arbitrale a été saisie d'une demande en paiement, par exemple, eh ben là, le médiateur devra également se déclarer incompétent, à moins que les parties, de nouveau, souhaitent qu'il y ait parallèlement une procédure de médiation qui soit menée par l'ombudsman. Voilà, merci Olivier. Donc en fait, la loi impose et fixe un cadre au sein de la LS-FIN pour les médiations qu'on peut appeler médiations LS-FIN et qui sont à la charge et aux frais du prestataire de services financiers. Après, pour tout ce qui est en dehors du cadre de la LS-FIN, c'est au choix des parties de décider ou non d'utiliser le médiateur, ce médiateur-là ou même un autre, ce règlement-là ou même un autre pour les aider à résoudre leur litige. Et dans ce cas-là, petite précision, en principe, dès le moment où on sort de la médiation dans le cadre de la LS-FIN et qu'on passe en médiation hors LS-FIN, les frais sont en principe portés par les deux parties à parts égales. Après, c'est leur choix de décider comment elles se partagent les frais ou dans un accord amiable en fin de discussion, si l'une d'entre elles décide de prendre ses frais à sa charge ou pas. Donc, il peut y avoir un volet hors LS-FIN avec des accords sur le financement de la résolution de litige qui peut se passer en dehors du cadre de la LS-FIN. Notre règlement a prévu tous ces cas et a prévu justement des clauses appropriées à ce niveau-là. Olivier, est-ce que vous pensez que certains des litiges peuvent être ou devraient être portés en médiation ou en arbitrage, même s'ils ne sont pas concernés par la LS-FIN? Dans quel cas est-ce qu'un litige qui n'est pas LS-FIN devrait être porté en médiation ou en arbitrage? Alors moi, je suis évidemment très convaincu par la médiation, donc je pense que tout type de litige en fait devrait être porté en médiation.
parce que la médiation ne prive pas ensuite les parties, si elles ne trouvaient pas un accord, ne les prive pas de la possibilité d'aller en arbitrage ou en justice. Et comme j'ai été dit avant, un des grands avantages de la médiation, c'est de faire que les parties vont continuer à avoir du lien entre elles et vont continuer à travailler dans le futur ensemble. Et ça, c'est un point qui me paraît très important. Alors, comme litige, Aurel et Sphine, on peut penser les litiges qui peuvent avoir les banques, les litiges dont tu as parlé avant, les litiges entre prestataires de services financiers et puis investisseurs professionnels ou institutionnels, et puis également les litiges qui ont fait l'objet d'une procédure de médiation LS-FIN, ou ceux qui sont portés devant un tribunal ou une autorité administrative. Merci beaucoup, Olivier. Daniel, quelle est la procédure pour porter un litige en médiation LS-FIN? L'écran est en marche. Alors, la procédure est très, très simple. Il faut que, d'abord, il y ait une tentative de règlement de ce litige où le client qui réclame s'adresse à son prestataire de services financiers, et si cet échange n'est pas fructueux, eh bien, le client de ce prestataire de services financiers va pouvoir en fait initier la procédure de médiation en s'adressant, comme je l'ai dit auparavant, à l'organe de médiation auprès duquel le prestataire de services financiers est affilié. D'accord, très bien. Et Olivier, si la médiation à LS-FIN ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous conseillez aux parties? Alors pour moi, il y a une suite logique à la médiation, c'est l'arbitrage. Je pense qu'on en a parlé avant, la confidentialité est quelque chose de très important. Elle est garantie en médiation et elle le sera aussi en arbitrage. Donc moi, j'y vois vraiment une suite logique. Il y a aussi une durée de procédure qui est plus courte en arbitrage que devant les tribunaux étatiques. Tribunaux étatiques, il y a souvent 3 instances, 2 cantonales et une fédérale, donc ça prend souvent beaucoup de temps. Alors qu'en arbitrage, il y a une instance décisionnelle. Ce qu'on retrouve dans un arbitrage, c'est des personnes spécialisées dans le domaine du litige, sur le fond du litige. Et ça, c'est, je pense, un des très grands avantages de la médiation dont on a parlé avant, et puis de l'arbitrage, qu'on ne retrouvera pas devant les tribunaux étatiques. Et puis également, pour les questions de langue, si je prends l'exemple d'une médiation qui a été menée en anglais, avec la plupart des pièces en anglais, et ben, l'arbitrage pourra se faire avec peu ou prou les mêmes pièces en anglais. Il n'y aura pas besoin de traduire celles-ci, alors que si vous allez devant les tribunaux ordinaires, vous devez, comme la langue à Genève, la langue du procès est en français, vous devrez faire traduire les pièces. Et s'il y a plusieurs classeurs fédéraux, ce sont des coûts très importants pour chacune des parties. Merci beaucoup, Olivier. Nous avons fini les réponses. Attendez, Raphaël, je voulais juste demander aux participants, indiquer aux participants, si vous avez des questions, il faut les saisir dans le chat, c'est le mieux. Et je vais encore donner la parole à chacun des ombudsman pour voir s'ils souhaitent donner un complément, en vous laissant pendant ce temps réfléchir à vos questions, et vous pouvez les poser dans le chat, et après on ouvrira par contre même la parole aux participants si vous souhaitez poser vos questions par oral. Mais d'abord, je vais donner la parole à Raphaël qui souhaite faire un complément. Oui, c'est vrai que du point de vue de la confidentialité, vous avez certainement tous entendu parler d'une publication qui s'appelle Gotham City, qui épluche systématiquement toutes les décisions judiciaires. Et donc, maintenant, dans le domaine financier, passer devant les tribunaux, c'est s'exposer à se retrouver dans Gotham City. Donc, c'est vrai que l'arbitrage et la médiation offrent encore un champ clos où les gens ne sont pas exposés à la risée publique, au scandale, etc. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette précision. Est-ce qu'il y a encore autre chose que vous souhaitez compléter, Raphaël, sur
tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant? Vous pensez qu'on a oublié quelque chose? Écoutez, je veux dire, on n'est pas là pour faire un cours de droit. Je préciserai juste quelque chose. S'agissant de l'obligation de s'enregistrer à un registre pour les conseillers à la clientèle qui ne sont donc pas employés par un établissement financier et qui ont l'obligation de s'enregistrer à titre individuel. Cette obligation concerne les personnes physiques et soit ils sont enregistrés en profitant de l'inscription à un organe de médiation du prestataire de services financiers qui les emploie, soit ils sont obligés de s'inscrire à titre individuel à un organe de médiation. Je précise également que tous les conseillers à la clientèle ont l'obligation de s'enregistrer, donc tous ceux qui ne sont pas employés par un établissement financier, y compris ceux à l'étranger, sauf s'ils sont employés par un prestataire de services financiers étranger qui est soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle qui existe en Suisse et qui ne s'adresse qu'à des clients institutionnels ou professionnels au sens du droit suisse. La décision des autorités chargées d'interpréter la loi, qui sont les registres, il y en a 3, a été unanime de dire que cette exception ne s'applique pas aux clients privés fortunés qui ont fait un opting out et qui ont décidé de se faire considérer comme clients professionnels. Donc, je sais que cette position des registres a suscité beaucoup de remous dans les avocats qui avaient conseillé le contraire à leurs clients, mais enfin, c'est un fait. Les registres sont des autorités, ils ont décidé unanimement que l'article qui exempte les conseillers de prestataires de services financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente à celle qui existe en Suisse ne s'appliquait que pourvu qu'ils s'adressent à des véritables clients professionnels ou institutionnels et pas à des clients privés qui ont opté pour être traités comme tels. Et voilà. Donc ça a bien sûr posé un problème parce que beaucoup de gens pensaient qu'ils n'auraient pas besoin de s'enregistrer. Et nous avons fait une démarche auprès de la FINMA pour voir si on ne pouvait pas donner un délai supplémentaire à ces gens-là. Mais enfin, ce n'est pas garanti du tout. Et donc, nous les engageons à s'enregistrer ou au moins à soumettre leur demande d'enregistrement sans tarder auprès d'un des registres, dont celui tenu par la RIF à Genève. Donc, c'est le seul en Romandie. Et ceci avant le 19 janvier, qui est la date actuellement fixée pour la limite d'enregistrement. Bien sûr, les gens qui s'enregistreront après pourront bien sûr toujours s'enregistrer, mais ils se seront retrouvés à un certain moment donné dans l'illégalité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Olivier, vous avez encore quelque chose que vous souhaitez discuter? On ne vous entend pas. Moi, j'aimerais peut-être intervenir, si jamais. Olivier, réessayez. Ah. Si jamais. Caroline? Oui, j'essaye d'avoir Olivier. Il a son micro off. On. Ah non. Voilà, Olivier. Bon, en attendant qu'Olivier résolve ses problèmes, on va passer à Daniel, effectivement. Oui, je pense que tu pourrais peut-être résumer la démarche que doit faire le client final pour faire sa réclamation auprès de l'organe de médiation. Où est-ce qu'il peut trouver le formulaire en question? D'accord, très bien. C'est très simple. En fait, il faut qu'ils viennent sur la même page Internet que les prestataires de services financiers. Donc, la Swiss Chambers Arbitration Institution offre 3 types de services: des services d'arbitrage, des services de médiation commerciale standard et des services de médiation financière.
Et les services de médiation financière, nous les avons appelés Ombudsfin. Et c'est la 3e page sur notre site web. Et là, il y a toutes les précisions, tant pour les prestataires de services financiers et les conseillers clientèle, s'agissant des affiliations et aussi de leurs obligations. Et il y a aussi pour les clients des informations s'agissant des procédures et un formulaire qu'ils peuvent remplir. Nous avons décidé de leur faciliter la tâche. Au lieu de les laisser nous écrire une lettre ou nous téléphoner et ne pas savoir ce qu'ils doivent faire et qu'on doive leur expliquer et qu'ils doivent des fois revenir en arrière, etc., nous avons créé un formulaire. Donc, elle est disponible dans les 4 langues, en français, en allemand, en anglais et en italien. Et en remplissant le formulaire, le client va se rendre compte de la question déjà de savoir si son litige est un litige LS-FIN ou pas. Et s'il a bien rempli les conditions qu'il était censé remplir, c'est-à-dire s'il a tenté de négocier et de trouver un accord avec son prestataire de services financiers, de se poser la question aussi de est-ce qu'il a déjà entamé des procédures judiciaires, parce que si c'est le cas, il n'aura pas droit à la gratuité ou quasi-gratuité de la procédure de médiation, ce qui ne l'empêche pas de souhaiter en faire une. Et s'il se met d'accord avec le prestataire de services financiers, ils pourront en faire une d'une manière volontaire. Mais disons, les questions sont posées dans le formulaire qui n'est pas très très long, hein, mais qui permet aussi pour nous de récolter les données nécessaires de contact du client, de l'avocat s'il y en a un, du prestataire de services financiers, du banquier et des différents contacts afin qu'on ait tout de suite toutes les informations. Et c'est en remplissant ce formulaire que le client se rendra compte des informations et des documents à réunir. Et ainsi, on peut commencer très rapidement, mais sur des bonnes bases, la procédure. Ensuite, nous, on va examiner ce document. On va éventuellement le rappeler s'il y a un doute quelque part. Et on va se poser la question de savoir si effectivement nous sommes d'accord avec le client concerné que c'est bien une procédure LS-FIN ou si nous pensons que ce n'est pas une procédure LS-FIN, ce qui changerait ses obligations en matière de paiement, mais qui n'empêcherait pas, comme je l'ai déjà dit, la poursuite ou l'engagement d'une vraie procédure de médiation. Et une fois qu'on a passé ce premier examen préalable par notre secrétariat, soit à Genève, soit à Zurich, et peut-être un jour aussi à Lugano, si les besoins se révèlent. Ensuite, nous contactons le prestataire de services financiers pour écouter aussi sa position de base, lui demander quelle est sa position de base par écrit, de manière très succincte, et essayer de trouver le bon médiateur qui soit la personne la plus appropriée pour le litige. Dans la majorité des cas, en arbitrage et en médiation, nous parvenons à obtenir que les parties se mettent d'accord entre elles sur le médiateur ou sur l'arbitre qui va s'occuper de leur dossier. Et puis, si ce n'est pas le cas, si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, dans ce cas-là, ce serait nous qui déciderions sur la base des éléments que nous avons du dossier et des connaissances et du réseau que nous avons. Nous serons tout à fait capables de trouver la bonne personne pour assister les parties. Et puis ensuite, nous transmettons le dossier, nous demandons déjà au médiateur concerné s'il a un conflit d'intérêt. S'il n'en a pas, nous continuons la discussion avec lui. On ne lui donne que le nom des parties. On lui donne le nom des parties et on dit, voilà, est-ce que vous avez un conflit d'intérêt, oui ou non? Et s'ils n'en ont pas, on leur transmet le dossier. Et ensuite, c'est au médiateur de prendre le dossier en main. C'est à lui de contacter les parties, de faire des rendez-vous pour qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent discuter, ou ils peuvent aussi le faire par Internet, évidemment, mais pour qu'ils puissent comprendre quel est le problème déjà. Et puis, ça c'est la grande peur des prestataires financiers, donc je vais quand même le mentionner, même si ce n'est pas ce que le client va vouloir entendre, mais si le prestataire financier dit que la demande est clairement abusive, et si l'ombudsman en est persuadé aussi, ça va s'arrêter là. Ou peut-être ça se sera même déjà arrêté au secrétariat. Si on se rend compte que la demande est complètement abusive, nous avons de temps en temps une demande abusive. Normalement, ça s'identifie tout de suite au premier document qu'on reçoit.
Donc, il se pourrait que ça s'arrête là. Et sinon, il y a une vraie procédure qui s'engage, ou plutôt un processus de discussion. D'abord, entre l'ombudsman et chacune des parties, puis ensuite, en principe, tous ensemble. Et dans le meilleur des cas, et c'est très souvent le cas, on a suivant les différentes institutions et les différentes statistiques, c'est des taux de réussite entre 75% et 90% dans la médiation. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et si vous êtes invité à une médiation un jour ou que vous souhaitez le tenter de vous-même, je vous invite vraiment à le faire parce qu'un taux de réussite entre 75 et 90%, c'est énorme, et surtout si ça vous permet de clore un litige en quelques semaines ou quelques jours et avec des frais quand même extrêmement moindres que si le litige part en procédure contentieuse ou en arbitrage. Donc, les parties vont tenter de trouver un accord. Si elles trouvent un accord, ben, ce sera un accord qu'elles auront décidé. En connaissance de cause, l'ombudsman comme c'est une procédure quand même qui vise à protéger les clients, l'ombudsman a quand même une obligation aussi de s'assurer que le client ne signe pas n'importe quoi et qu'il n'a pas été abusé, d'où l'importance des connaissances financières de l'ombudsman. L'ombudsman doit connaître le domaine parce qu'il ne peut pas permettre non plus un règlement amiable qui serait abusif dans un sens ou dans un autre. Mais après, ce n'est pas à lui de donner son avis sur le processus, etc. Mais disons, si le client est clairement induit en erreur et que l'ombudsman s'en rend compte, il devra aussi réagir. Donc, l'ombudsman a encore une qualité supplémentaire qui est un petit contrôle de sanity check, comme on appelle ça en anglais, sur l'accord amiable, sur la manière dont on y arrive. Et ensuite, les parties qui auraient trouvé un accord amiable peuvent signer cet accord par écrit, c'est ce que nous recommandons. Et là, la présence des avocats est très importante parce que normalement, si on a négocié des fois pendant des heures, qu'on a défendu nos opinions, qu'on a exprimé nos émotions, qu'on a exploré les options, les opportunités, les problèmes, les risques, les coûts, et bien normalement, ceux qui ont négocié sont fatigués. Et c'est là où un bon avocat qui vient et qui, lui, n'est pas fatigué parce que ce ne sera pas forcément lui qui aura mené toute cette partie de la discussion. Lui, à ce moment-là, son rôle est extrêmement important dans la rédaction de l'accord amiable, s'assurer que toutes les clauses nécessaires sont rédigées proprement, que ça reflète bien l'accord qui est conclu par les parties. Et ensuite, l'accord amiable, une fois signé, peut être certifié chez nous en tant qu'institution. Et ça, c'est peut-être aussi l'un des avantages que nous avons. Nous sommes une institution reconnue. Nous émettons des certificats de médiation, des certificats d'authenticité des accords amiables, s'ils sont signés devant nous ou s'ils sont signés devant le médiateur et que le médiateur nous le certifie à nous. Qu'il a été présent lors de la signature de l'accord amiable. Nous pouvons émettre ces certificats et en particulier dans le domaine international, un accord de médiation, un accord amiable qui est accompagné d'un certificat de médiation et d'authenticité de l'accord amiable émis par une institution telle que la Swiss Chambers Arbitration Institution sera dans certains pays presque directement exécutable comme une sentence arbitrale. En tout cas dans les pays qui auront signé la Singapore Convention, et il y en a gentiment de plus en plus, ça va augmenter, tout comme il y a eu la New York Convention pour l'arbitrage. Donc, il y a possibilité de passer à d'autres étapes ensuite, mais on est vraiment dans la bonne direction pour passer à autre chose que le litige. En principe, il n'y aura pas besoin de demander l'exécution de l'accord. Normalement, 99% des accords amiables sont respectés par les parties et il n'y a pas besoin d'aller ensuite voir un juge pour demander l'exécution de l'accord. Les parties peuvent même, quand elles ont été suffisamment bien conseillées et suffisamment éclairées, que ce soit par le médiateur ou par leurs conseils, leurs avocats, ou par leur propre qualité de négociatrice, elles peuvent même développer des accords, se mettre d'accord sur des futures manières de travailler ensemble, de coopérer. J'ai même vu dans un accord de médiation
où le consultant est ensuite allé donner des cours à son client pour lui expliquer exactement les avantages et les désavantages de tel service et pour montrer dans quelle situation il faut choisir quel service, etc. Donc, il n'y a pas de limite dans un accord de médiation. On peut vraiment développer des nouveaux business, on peut développer des nouvelles procédures pour travailler ensemble et pour collaborer mieux dans le futur. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin que juste résoudre un litige. Et ça, c'est la beauté de la médiation et aucune autre méthode de résolution des litiges ne permet cela. Sur ce, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Olivier, je vois peut-être que tu as de nouveau la capacité. Tu m'entends voilà, là ou pas? Ah, oui, parfait, tout à fait. merci. Ouais, je veux dire encore une chose, sans me prononcer sur les autres organes de médiation qui ont été validés par le DFF. Je dirais qu'un grand avantage de Sky, c'est vous savez comment gérer des procédures de médiation et d'arbitrage. Vous avez l'expérience. Et donc, je pense qu'il y a une efficience aussi au niveau du secrétariat de Sky qui se retrouve, je ne sais pas, mais peut-être pas forcément dans les autres organes de médiation qui ont été avalisés par le DFF. Je vous remercie. Je ne me prononcerai évidemment pas sur cette question-là. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, et ça a été une discussion qu'on a eue avec le DFF, effectivement, c'est que la loi n'est pas très claire sur le rôle de l'organe de médiation et sur le rôle de l'ombudsman. Il y a un peu de mélange dans la loi sur qui fait quoi, alors que pour nous, c'est très clair qui fait quoi. On a un secrétariat qui gère, qui administre, qui supervise de manière, surtout pour les questions de coûts et pour les questions de conflits d'intérêts, etc. Mais après, il y a le rôle de l'ombudsman qui est vraiment d'aider les parties à trouver une solution à leur litige. Et ces deux rôles qui sont très différents, et d'après ce que je vois, nous, on est très clair. Sky, c'est l'organe de médiation. Personnellement, je suis la directrice de cet organe de médiation. Je ne suis pas médiatrice en ce moment. Je ne vais pas me prononcer sur les litiges. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est des rôles qui sont très clairement définis. Et nous ferons appel pour les litiges aux ombudsman que nous jugeons les plus appropriés pour le litige en question. Donc, il y a une claire séparation entre le rôle de l'organe de médiation qui ne se sert pas lui-même, mais qui administre la procédure, qui fait l'administration et qui ensuite délègue la gestion elle-même du litige et la partie négociation-résolution du litige à un ombudsman. Il n'y a pas de confusion des genres. Chez nous, c'est très, très clair, très séparé. Alors, si je peux, en lien avec ce qui vient d'être dit, Caroline, je pense que c'est important. C'est vrai que l'ombudsman, il est libre de mener sa médiation plus ou moins comme bon lui semble. Il y a un cadre légal et puis il y a le règlement de Sky, mais ça reste relativement peu formaliste par rapport à des procédures devant les tribunaux étatiques. Donc, le médiateur est vraiment libre d'organiser comme il le souhaite et il n'y a pas d'intervention du secrétariat de Sky dans la manière dont l'ombudsman gérera sa médiation. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'indépendance, en fait. Oui, tout à fait. Après, nous sommes aussi suffisamment indépendants, aussi financièrement. Hein, nous n'avons pas de lien financier avec les ombudsman. Ni d'autres liens, mis à part de respect et de collaboration avec une certaine autonomie. S'il devait y avoir un problème avec un ombudsman et qu'on devait le savoir, évidemment, nous, ce n'est pas quelqu'un qu'on devrait licencier, ce n'est pas quelqu'un qu'on devrait avec qui nous aurions une dispute ou quoi que ce soit. Simplement, s'il devait y avoir un problème, bon, déjà, on serait au courant. Et ensuite, évidemment, qu'on ne nommerait plus cette personne, évidemment, si la personne est coupable. Mais disons, nous avons cette indépendance par rapport à nos ombudsman aussi, dans le sens où nous n'avons pas d'obligation envers nos ombudsman. Et s'il devait y avoir un problème un jour, pour nous, on a vu ça par exemple en arbitrage, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. En particulier, un arbitre à Genève a eu des gros problèmes de santé qui ont fait que c'est parti dans d'autres gros problèmes juridiques et judiciaires.
Cette personne, nous l'avions identifiée déjà bien avant que la justice s'en saisisse. Nous ne l'avons jamais nommé. Nous avons refusé de le nommer quand des parties ont voulu le nommer. Et quand ces problèmes sont partis au niveau judiciaire, nous avions déjà pris complètement nos distances par rapport à cette personne et évidemment qu'on ne l'a jamais nommée après. Donc, nous avons cette indépendance totale, mais aussi cette connaissance des personnes. Et il faut savoir que c'est là où il y a l'intérêt de l'institution indépendante des personnes, parce que des personnes qui ont eu des grands noms, ou qui se sont fait connaître, ou qui sont éminemment sympathiques dans des réunions privées ou dans des réunions professionnelles, ne sont pas toujours aussi qualifiées qu'elles le paraissent. Enfin, ça, c'est une chose, mais aussi des gens extrêmement qualifiés qui peuvent tomber malades, avoir des problèmes autres, ou être surchargés. On a certains arbitres, parfois, on voit bien qu'ils sont surchargés, et du coup, on ne leur donne plus provisoirement de nouvelles procédures parce qu'on voit qu'ils sont surchargés et on attend qu'ils nous disent de nouveau qu'ils ont du temps, s'ils reviennent nous le dire. Mais nous faisons attention à ça parce qu'on connaît notre réseau, on voit ce qui se passe dans d'autres procédures et du coup, on peut, pour les nouvelles procédures, adapter nos décisions en toute indépendance. Et je pense que c'est très important parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a tendance à être parfois dans le déni par rapport à sa propre situation. Par exemple, par rapport à accepter de dire non une fois, de dire non, je n'ai pas le temps en ce moment pour prendre une nouvelle procédure. Mais rappelez-moi dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année. Et donc, nous, on en prend note quand quelqu'un a le courage de nous le dire. Et on le fait comme ça. On n'a pas de pression à ce niveau-là. Je propose qu'on ouvre la parole alors Raphaël, puis après on va ouvrir la parole aux participants s'ils souhaitent poser des questions par oral. Oui. Caroline, personnellement, j'ai 35 ans de barreau. J'ai fait un nombre que je ne peux plus compter de procédures. J'ai vu de nombreuses procédures judiciaires durer plus de 10 ans. Même dans l'arbitrage, j'en ai vu un qui a duré 14 ans. Et donc, je respecte profondément ce proverbe qui dit qu'un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon procès. Et malheureusement, très souvent, il est difficile d'amener les parties au compromis, même lorsque des avocats honnêtes qui, eux, sont déjà capables de prévoir quelle va être l'issue du litige, leur disent, écoutez, de toute façon, même si on plaide 10 ans, on arrivera à ce résultat-là. C'est souvent difficile. Donc, le fait d'anticiper, d'avoir déjà un organisme de médiation qui est mis en place, avec un médiateur qui est considéré comme indépendant et qui est indépendant, c'est un grand atout pour amener les parties à trouver peut-être un mauvais compromis, mais qui leur évite un bon procès qui dure 14 ans. Voilà. Moi, je crois que ce sera un magnifique mot de la fin. Et je propose que nous écoutions, si nos participants souhaitent poser des questions, peut-être que notre facilitateur de conférence peut ouvrir les micros de tout le monde. On va essayer d'éviter quand même la cacophonie. Si je ne vois pas les gens, alors est-ce qu'il y a une question par oral, par quelqu'un? Écoutez, moi, je profite de cette opportunité pour dire bonjour à tout le monde. Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes... Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis un collègue, Jérémy Giraud, collègue médiateur comme vous. Et puis, tout d'abord, merci pour cette possibilité de pouvoir tous discuter. Merci pour ces questions-réponses intéressantes. Moi, j'interviens simplement en tant que collègue, aussi nous, on est aussi membre de la Chambre de commerce. Je suis moi-même médiateur et arbitre au Sky. Non, c'était simplement pour avoir donné un petit peu, si vous voulez, jusqu'à maintenant, dans toute cette démarche qu'il y a eu jusqu'à maintenant par rapport à cette loi. C'est vrai qu'il y a d'un côté, on voit qu'il y a une obligation, il y a une obligation de s'affilier, et puis derrière, il y a la possibilité de médiation. Et c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que les gestionnaires de fortune, les établissements financiers, voient vraiment ça comme une contrainte. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail des médiateurs, et je pense que ce que vous faites aujourd'hui, c'est très bien, parce que ça diffuse l'information et ça incite à utiliser la médiation. Et je pense que c'est vrai que dans les mentalités, c'est très peu utilisé aujourd'hui. Et je pense que ça va prendre du temps.
Et on peut remercier les autorités pour avoir mis en place cette loi, car c'est une très bonne chose, car ça ne peut faire rendre service qu'à tout le monde. Et simplement, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai qu'il y a un réflexe à la médiation à avoir et qui risque de prendre du temps, et là, on a forcément un rôle à jouer. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par d'autres participants ou d'autres questions surtout? Voilà, dans ce cas, je propose que nous concluions cette conférence. J'ai trouvé que les dernières interventions ont permis de mettre la lumière sur beaucoup de qualités de la médiation, des ombudsman et des services qui sont proposés. Et aussi, je joins Jérémy à ce niveau-là pour remercier les législateurs, parce que la raison pour laquelle la Swiss Chambers Arbitration Institution a du succès au niveau international et au niveau national et même local, on a des litiges qui sont genevois, sans aucun problème, ou zurichois, sans aucun problème. Et avec toute la discrétion et l'autonomie et l'indépendance nécessaires. Je remercie effectivement les législateurs et aussi les pouvoirs judiciaires, parce que tout ce système de la médiation, de l'arbitrage, fonctionne parce que les législateurs ont rédigé des bonnes lois. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui rentre en vigueur le 1er janvier 2021, une révision du droit international privé en matière d'arbitrage. Et là, le législateur également nous soutient, nous permet d'avoir des lois qui sont tout à fait à jour, qui sont tout à fait du commerce et du business et de la résolution de litiges, et qui donc sont d'excellentes lois d'arbitrage. Nous avons aussi déjà un certain nombre d'excellentes lois de médiation, et nous allons encore travailler parce que dans le domaine de la médiation, on pourrait avoir encore quelques lois supplémentaires, non pas pour la bloquer ou la réguler particulièrement, mais surtout pour la soutenir et la proposer de manière appropriée afin d'aider les personnes qui sont en litige. Et donc, le législateur fait très bien son travail depuis des années pour soutenir l'arbitrage et la médiation. Et le pouvoir judiciaire également. Le pouvoir judiciaire ne se mêle jamais de nos affaires. Il nous laisse complètement indépendants dans la gestion des litiges qui nous sont soumis, que ce soit en médiation ou en arbitrage. Nous n'avons jamais eu de problème avec les législateurs, avec le pouvoir judiciaire. Évidemment que si nous commettions des fautes graves, nous en aurions. Mais aussi, ils respectent notre travail et le voient comme un complément à leur propre travail en tant que juges et tribunaux publics. Nous sommes un complément, mais nous sommes un système qui fonctionne bien parce que chacun comprend bien quel est son rôle et comprend bien l'utilité du rôle des autres. Donc, ce système est un système qui fonctionne très, très bien, et on peut que non seulement s'en féliciter entre les différents participants qui sont là aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet, mais aussi avec ces différentes autorités et ces différents participants. Et je tiens aussi à remercier nos présentateurs d'aujourd'hui, Daniel Glasner, Olivier Rivoire et Raphaël Treuillot, ainsi que Stéphanie Odara, qui aurait théoriquement aussi dû participer aujourd'hui et qui nous a aidés pour la préparation pour le séminaire d'aujourd'hui. Et je remercie aussi également les chambres de commerce des différents cantons qui ont l'intelligence de fournir ce service d'arbitrage et de médiation tout en gardant toute la distance nécessaire et en ayant reconnu le besoin de cette autonomie et de cette indépendance. Et je remercie aussi tous les autres médiateurs et tous les autres arbitres qui nous soutiennent à chaque fois qu'on a des projets, à chaque fois qu'on veut faire évoluer quelque chose, et qui nous soutiennent aussi quand il y a des litiges à gérer, chacun en ayant un rôle bien défini et dans les règles d'indépendance qui s'imposent. Donc, je vous remercie tous pour cette conférence aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, on a répondu à toutes les questions qu'on a vues. Merci Caroline. Merci Caroline. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous un très bon après-midi et une bonne fin de Merci. journée. Et surtout Merci, un bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.
peut-être encore juste une précision pour ceux qui sont encore là, nous allons publier cette vidéo sur le site de Sky dès qu'elle sera disponible.